Merci beaucoup. Je vous promets que ce sera concis. Mais je dois commencer par un avertissement qui est important. Je suis pas du tout spécialiste de l'Union européenne, mais je m'impose, dans la douleur, je dois bien le dire, depuis quelques années, de suivre la pratique de l'Union européenne dans le cadre d'une chronique pour l'annuaire, du droit de la mer. Ce qui me conduit à ne pas être totalement ignorante de ce qui se passe au sein de l'Union européenne, mais enfin, c'est très, très limité aux espaces marins et voilà, donc s'il y a des européanistes dans la salle, toutes mes excuses, hein, pour les bêtises que je pourrais dire. Évidemment, quand on s'intéresse à l'action de l'Union européenne, je dois bien admettre que cette organisation, en général en matière maritime, est extrêmement intéressante à étudier. Évidemment, ne répétez pas ça aux collègues européanistes parce que du coup, je pourrais plus me plaindre à chaque fois que je suis en train d'écrire la chronique du supplice que c'est de travailler dans le droit de l'Union européenne avec toute cette masse de textes qui ne finissent jamais. Mais si on se concentre sur l'interface mer-climat, l'étude de l'Union européenne est absolument centrale pour deux raisons. Il y en a peut-être plein d'autres, mais je voulais remettre en avant aujourd'hui deux raisons. La première, c'est que c'est une des rares, voire la seule organisation internationale à être partie à des conventions de droit de la mer, comme la Convention des Nations Unies de 1982, bien sûr, et à des conventions climatiques, comme l'accord de Paris. Donc son action et son dynamisme dans ces deux domaines font d'elle une organisation centrale. Et puis peut-être la deuxième raison, qui est liée à l'ambition propre de l'Union européenne, qui a très tôt voulu afficher, en tout cas, une posture de bon élève en matière climatique et également en matière de protection du milieu marin. Bon, ça se vérifie pas toujours dans la pratique quotidienne, mais en tout cas, c'est une position diplomatique forte qui est revendiquée par l'Union européenne d'être donc moteur sur le plan climatique et sur la protection de la nature en général, ce qui inclut les océans. Même si je dois bien dire qu'on constate ces derniers mois un ralentissement très notable de l'ambition climatique de l'Union européenne, en raison de réticences de certains États membres et de certaines opinions publiques nationales, en tout cas une partie d'entre elles. Mais malgré ce ralentissement qui est certain, l'Union reste extrêmement prolifique dans les instruments juridiques qu'elle adopte en matière climatique et en matière de protection des océans. Les ambitions climatiques de l'Union européenne ont donné naissance à beaucoup plus de textes que les ambitions de protection du milieu marin pour le moment. Mais les dernières initiatives, notamment de 2024 dont je vais parler, tendent à rééquilibrer un peu ce déséquilibre et à maintenir l'Union européenne dans cette posture de bon élève pour la protection de l'océan en général. Donc, ce que je vous propose, c'est d'abord de revenir sur les ambitions de l'Union européenne, savoir où on les trouve, dans quels instruments, comment est-ce que l'Union européenne s'y prend pour à la fois afficher ses ambitions et les faire vivre. Et puis, j'avais prévu de prendre un exemple de politique de l'Union européenne qui est dans cette interface climat-océan, mais on verra si j'ai le temps ou pas, sinon je le traiterai. Alors, sur le premier point sur les ambitions de l'Union européenne, alors ces ambitions sont affichées dans une multitude de déclarations, prises de position, communications, règlements, directives, décisions. Donc les instruments sont extrêmement nombreux. Mais j'ai choisi deux documents internes à l'Union européenne que je trouve assez représentatifs de l'ambition que l'Union se donne. Deux communications de la Commission, dont je parlerai dans un premier temps, et ensuite, j'ai choisi deux autres mécanismes, enfin deux autres prises de position de l'Union européenne qui sont un peu extérieures à son ordre juridique interne. Tout d'abord, les positions prises par l'Union européenne lorsqu'elle a participé aux affaires climatiques devant le Tribunal international du droit de la mer et devant la Cour internationale de justice. Et ensuite, quelles sont les ambitions affichées par l'Union européenne dans le cadre de sa contribution nationale dans le système de l'accord de Paris.
Voilà, on va dire deux instruments internes, deux instruments plutôt externes, où on retrouve les ambitions de l'Union européenne. Alors sur les deux instruments internes, j'ai choisi deux communications, mais vraiment il y a tellement de documents qu'on aurait tout à fait pu choisir autre chose. La première communication, c'est celle de 2021 qui s'appelle Bâtir une Europe résiliente, et qui contient la stratégie de l'Union européenne pour l'adaptation au changement climatique en général. Donc il y a une partie bien sûr de cette communication qui est dédiée aux océans, mais c'est une communication de la Commission qui a une vocation beaucoup plus globale et qui a vocation à contenir les ambitions climatiques de l'Union européenne en général. Et du coup, dans son droit interne, l'Union européenne a abordé la protection des océans face aux effets néfastes du changement climatique, ainsi que les mesures d'adaptation, dans le cadre de cette stratégie globale de 2021. Cette stratégie globale, elle part d'un constat que l'Union, comme le reste de la communauté internationale, est insuffisamment préparée à faire face aux effets du changement climatique. Il y a toute une partie un peu scientifique historique. Et puis, elle va également fixer des ambitions pour l'Union européenne. Et c'est à ce moment-là que l'Union se fixe comme objectif l'objectif de neutralité pour 2050. Je vous cite la phrase de cette commission de la communication de la commission pour marquer un peu l'ambition qui est très importante de la commission dans cette communication. La marche est vraiment haute puisque la commission indique que pour 2025, l'Union européenne doit être devenue une société résiliente, parfaitement adaptée aux effets inévitables du changement climatique. On verra en 2050 si on est capable d'atteindre cet objectif qui est donc particulièrement ambitieux. Le deuxième instrument interne de la commission, je suis désolée, j'ai oublié de déclencher le minuteur. Il me dit, oui, 55. Ok. Donc, deuxième communication de la commission qui est beaucoup plus récente, qui date du 5 juin 2025, qui contient un pacte européen pour l'océan. Et qui contient donc une stratégie globale, cette fois-ci non pas pour le climat, mais pour les océans, destinée à mieux protéger les espaces marins, à promouvoir une économie bleue, prospère, à favoriser le bien-être des populations côtières. Donc l'idée de ce pacte pour l'océan, c'est de rassembler en fait toutes les politiques de l'Union européenne qui visent les espaces marins et de les traiter dans un cadre de référence unique, pour éviter l'éparpillement normatif qui existe aujourd'hui en matière maritime au sein de l'Union européenne. Voilà, donc l'idée, c'est de protéger non seulement les espaces marins, mais aussi les communautés côtières, les îles et les régions ultra-périphériques de l'Union européenne, qui sont souvent des régions insulaires. Donc on retrouve ici l'idée de l'économie bleue développée par Sarah tout à l'heure. Très rapidement, ce pacte européen pour l'océan, et donc assez nouveau, s'articule autour de 6 priorités, au sein desquelles on retrouve la protection et la restauration de la santé de l'océan. Je reparlerai de cette question de restauration tout à l'heure si j'ai le temps. On retrouve l'idée de stimuler l'économie bleue, de stimuler aussi la recherche scientifique et les connaissances sur les océans. Il y a un lien qui est fait avec la sécurité, la sûreté, la défense, comme des éléments qui en fait entravent la protection du milieu marin. Et puis des éléments de renforcement de la diplomatie de l'Union européenne dans les autres structures internationales. Alors pour la mise en œuvre de ce pacte, ce nouveau pacte pour l'océan, la Commission doit préparer d'ici à 2027 un règlement et une directive qui donc auront pour rôle d'organiser toute cette action de l'Union européenne en matière maritime. Et la Commission doit également mettre en place un comité pour l'océan. On va voir ce que ça va donner, qui devrait réunir des représentants des secteurs du secteur privé liés, donc des activités économiques liées à l'océan, mais aussi donc du secteur public. L'idée, c'est de fournir une plateforme en fait centralisée pour non seulement assurer un travail de contrôle, mais aussi pour avoir un forum de discussion entre tous les acteurs
tous les acteurs impliqués. Donc on a ces deux communications de la Commission qui, d'une part, vont afficher l'ambition climatique de l'Union européenne et d'autre part afficher l'ambition maritime, je veux dire, de l'Union européenne. Les deux autres processus dont je voulais vous parler, ce sont les processus plus extérieurs de l'Union. Et donc, tout d'abord, la participation de l'Union européenne aux affaires consultatives ont été portées devant le Tribunal international du droit de la mer d'abord, puis devant la Cour internationale de justice sur la question du climat. Devant le Tribunal international du droit de la mer, l'Union européenne est intervenue en sa qualité de partie à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer. Et donc, c'est avec cette qualité qu'elle a participé à la procédure de demande d'avis consultatif, ce qui la distingue des autres organisations internationales, qui étaient nombreuses, qui ont aussi participé à cette procédure, comme l'Union africaine ou d'autres organisations régionales ou universelles, mais qui n'ont pas pu participer en tant que partie à la Convention. Et donc, dans la procédure, le tribunal ne les a pas toujours traités de la même manière. Donc l'Union européenne participe aux côtés de ses États membres, et là, on voit bien quand même qu'il y a une absence de coordination totale entre les mémoires qui sont produits par les États membres de l'Union européenne et le mémoire produit par l'Union elle-même. Bon, déjà, le mémoire produit par l'Union elle-même, vous le trouvez sur le site du tribunal, a très fourni, quand même, montre une désorganisation. Enfin, j'imagine vraiment, on aurait pu faire mieux. Les observations écrites sont pas très développées, mais ce qui est quand même intéressant, c'est que l'Union européenne estime qu'on peut interpréter la Convention des Nations unies sur le droit de la mer comme de manière évolutive, de manière à intégrer les questions climatiques et de manière à intégrer les obligations des parties à cette convention, qui sont des obligations qui sont issues d'instruments climatiques comme la Convention cadre de 1992 ou l'accord de Paris. Donc cette position qui a été finalement la position majoritaire devant le tribunal a ensuite été reprise par l'avis du tribunal, qui conduit donc à interpréter la Convention dans un sens qu'elle établit des obligations de protection, de préservation du milieu marin, de réduction de la pollution qui s'applique donc en matière climatique et donc aux émissions qui produisent ces changements climatiques. Donc il n'y a pas vraiment de surprise dans la position de l'Union européenne, mais enfin l'Union aurait pu se cantonner à une lecture assez finalement littérale de la Convention sur le droit de la mer, ce qu'elle n'a pas fait. Et puis, dans le cadre de la procédure consultative devant la Cour internationale de justice, la production de l'Union européenne, qui a aussi participé à la procédure écrite et orale, a été, à mon avis, mais ça n'engage que moi, de bien meilleure qualité. Les questions sont bien sûr beaucoup plus larges que seulement le droit de la mer. Devant la Cour internationale de justice, il était question des obligations climatiques des États en général, et donc pas uniquement vis-à-vis des océans. Donc on y retrouve des considérations liées aux droits fondamentaux, également à d'autres pans du droit international, bien sûr, les conventions climatiques, bref. Donc c'est beaucoup plus large. Mais devant la Cour internationale de justice, l'Union européenne va à nouveau expliquer que l'obligation de protéger et de préserver le milieu marin est une obligation qui s'applique au changement climatique. Et puis l'Union européenne va clairement défendre l'idée que c'est une obligation coutumière qui s'étend aussi aux menaces coutumière, donc qui s'étend à tous les États, y compris ceux qui n'ont pas ratifié l'accord de Paris, et qui s'étend à toutes les menaces que représentent les effets du changement climatique, donc pas seulement les menaces vis-à-vis de l'océan. Et puis, sur l'accord de Paris, puis je pense que je vais m'arrêter là, après l'accord de Paris. Sur l'accord de Paris,
il y a eu un petit flottement sur l'envoi de la contribution nationale de l'Union européenne dans le cadre de cet accord de Paris, puisque l'Union s'était engagée à l'envoyer avant la COP30. Ça a été un petit peu laborieux pour les États membres de l'Union de se mettre d'accord sur le contenu de cette contribution, mais elle a quand même été soumise par la présidence danoise le 5 novembre 2025 au système donc, de l'accord de Paris, puisque je rappelle que l'Union européenne est partie à l'accord de Paris, tout comme ses États membres. Mais dans la contribution nationale que l'Union européenne a envoyée à la COP, les objectifs relatifs aux océans sont à la fois très ambitieux et très peu développés. C'est-à-dire qu'il y a une ambition qui est affichée, qui est extrêmement grande. Je vais revenir dessus pour donner quelques exemples. Et en même temps, c'est pas du tout détaillé. En fait, on n'explique pas du tout comment l'Union européenne va s'y prendre pour atteindre ces objectifs qui paraissent quand même très, très ambitieux. Tout d'abord, l'Union européenne présente dans cette contribution du début du mois un objectif de restauration de la biodiversité en vertu d'un règlement qui a été adopté en 2024, le règlement de restauration de la nature. L'objectif de ce règlement, c'est de restaurer la biodiversité là où elle a besoin de l'être et de stopper les dégradations futures. Alors sur le volet stopper les dégradations futures, ça pose évidemment pas tellement de difficultés juridiques. En revanche, l'idée de la restauration de la biodiversité est très liée à ce que Sophie a dit ce matin sur la géo-ingénierie, puisque il faut s'interroger nécessairement sur les moyens qui vont être utilisés pour restaurer cette biodiversité. Comment est-ce qu'on va s'y prendre et est-ce que ça va inclure des mécanismes de géo-ingénierie et dans ce cas-là, quelle compatibilité avec les instruments juridiques qu'on a, ceux de l'OMI notamment. Mais l'Union européenne présente ce règlement de restauration de la biodiversité comme étant une mesure de mise en œuvre des engagements des États membres et de l'Union dans le cadre de leurs engagements internationaux en matière de biodiversité, notamment dans le cadre des objectifs de Kunming-Montréal pour la biodiversité, qui vise notamment à renforcer l'intégration de la biodiversité dans les mesures climatiques. Et donc, la contribution nationale de l'Union européenne sur cette question de la restauration affiche une ambition de 20% de zones maritimes restaurées pour 2030 et de restauration de l'intégralité des des écosystèmes, merci, des écosystèmes restaurés. Donc l'intégralité des écosystèmes qui ont été abîmés et restaurés pour 2050. Là aussi, l'ambition est extrêmement haute et on ne sait pas très bien comment l'Union européenne va s'y prendre pour atteindre cette ambition. Et puis pour finir, peut-être dernier point qui est soulevé par la contribution nationale de l'Union européenne, c'est la mise en avant du pacte européen pour l'océan, qui est une des mesures phares adoptées par l'Union récemment et qui est affichée comme un étendard dans la contribution nationale. Et pour expliquer les mesures qui vont être prises dans le cadre de ce pacte européen pour l'océan, l'Union européenne explique qu'elle va se fonder sur l'évaluation des risques climatiques qui a été menée en 2024. Donc l'Union européenne explique que c'est la première grande évaluation réalisée par elle, publiée en 2024, qui révèle bien sûr que l'Union et ses États membres ne sont pas suffisamment préparés et que bon nombre de risques identifiés n'ont pas été adressés. Et donc l'Union européenne explique que c'est sur la base de cette évaluation, on va dire sérieuse des risques qui a été adoptée en 2024, que les mesures du pacte européen pour l'océan vont être adoptées. Voilà, donc c'est un peu tout pour les grandes ambitions de l'Union européenne. Peut-être juste un petit mot de conclusion pour dire que
ces grandes ambitions, elles passent par l'adoption de toute une série d'instruments de droit dérivé de l'Union européenne, qui sont très souvent des instruments de droit dur, c'est-à-dire des règlements, des directives, et qui vont réglementer de manière parfois beaucoup plus précise, bien sûr, certains domaines. On retrouve une très grande production normative, par exemple, dans le cadre des énergies marines renouvelables, ou encore dans le cadre de la décarbonation du transport maritime dont on a parlé ce matin, qui sont des domaines dans lesquels l'ambition climatique de l'Union européenne va se concrétiser par une production normative importante. Voilà, j'arrête là. Je vous remercie de votre attention et puis de votre résilience, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot, jusqu'à la fin de cette journée. Merci. Merci beaucoup. On a donc un petit peu de temps. Merci à tous les intervenants d'avoir respecté le timing. Ça nous a permis d'entendre tout le monde et puis d'avoir encore peut-être 10 minutes de questions s'il y en a, si vous en avez l'énergie. C'est bon, c'est vert. C'est bon. Ça prend un petit peu de temps. Oui, ça marche. Merci beaucoup toutes les deux pour les présentations. J'ai une petite question pour Odile, en fait. Je sais qu'il y avait des débats sur, en fait, dans le système Camelar, de l'utilisation des non-use measures, donc d'avoir des mesures, je sais même pas comment les traduire en français, des mesures pour la non-utilisation des ressources, donc de renverser, on va dire, les objectifs quasiment du système. Bien sûr, vous avez dit comme en ce moment historique et d'équilibre géopolitique à l'intérieur du Camelar, on voit plus d'États intéressés à l'utilisation plutôt qu'à la conservation. Mais si je me souviens bien, dans les débats sur le tourisme en Antarctique, il y a quand même une attention pour la conservation et on peut le lier aussi au débat climatique, vu que le tourisme a aussi émissions à effet de serre, etc., etc. Donc je me demandais si vous pouviez peut-être dire quelque chose en fait sur le tourisme antarctique et aussi sur ces non-use measures que j'avais entendu et où ça en est dans le Camelar en fait. Merci. Alors, sur les non-used measures, attention, la CAMLAR, elle est compétente uniquement sur la faune et la flore marine. Elle n'est pas compétente pour régler la question du tourisme, qui renvoie davantage au traité antarctique, donc à la réunion des États parties et au traité de l'Antarctique. Donc, il y a des coopérations entre ces deux institutions et notamment parfois aussi pour la désignation d'aires marines protégées, parce qu'il y a la possibilité d'en désigner sur le continent. Et si elles ont une partie marine, la CAMLAR peut être associée au processus de désignation. Après, moi, mais je pense que c'est un constat que l'on fait, et pas uniquement pour la CAMLAR. Je pense qu'il y a une ambition normative importante. Donc, on va trouver beaucoup de textes. Il suffit de regarder toute la liste des mesures qui sont adoptées par la CAMLAR ou des propositions qui sont faites. Mais alors, soit après, ces mesures restent au stade des propositions, parce que justement, il manque le consensus nécessaire. Et quand on lit quand même les derniers rapports, notamment, y compris celui de 2025, on voit très nettement l'opposition et le fait que certains États s'opposent systématiquement à toute mesure qui irait dans le sens d'une plus grande conservation. Donc, on les connaît, ces États. Alors là, c'est la Russie et la Chine. Je ne sais pas encore quelle va être la position des États-Unis. J'ai l'impression qu'ils ne se sont pas vraiment réveillés pour la CAMLAR. En tout cas, on les voit pas trop encore présents pour lutter contre les mesures de conservation. Donc, à suivre. Mais donc, cette ambition qui est portée par certains États d'aller plus loin, pour le moment, elle est un peu bloquée, quel que soit le type de mesure. Pour vous donner un exemple, là, les propositions d'AMP que j'évoquais tout à l'heure, ça fait presque 14 ans que les propositions sont à l'étude.
et il se passe rien. Donc à chaque fois, les États qui sont en opposition, alors ils le disent pas clairement, ils disent pas clairement qu'ils veulent pas d'AMP dans l'océan Austral, mais ils vont dire il y a pas assez d'études scientifiques. Donc ils vont dire mais on n'est pas sûr de manière certaine que vraiment l'AMP ça va être un outil qui va aider à la résilience. Voilà. Ce à quoi les autres États répondent bah, ça fait 14 ans qu'on fait des études scientifiques, à chaque fois on en fait plus, et puis de toute manière on peut désigner des AMP sur le principe, enfin sur l'approche de précaution, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une certitude à 100% de la réalité de la menace. Voilà. Et je pense que pour les non-use measures, c'est la même chose. Voilà. Donc la seule chose où ça peut à peu près fonctionner, c'est lorsque l'AMP a déjà été désignée, où effectivement il y a des zones où on va limiter la pêche, mais c'est pour des raisons après qui permettent d'améliorer la connaissance scientifique. Et justement, en quoi est-ce que la pêche est vraiment impactante? Est-ce que le fait de la limiter, ça change quelque chose ou pas? Donc c'est vraiment dans l'idée d'avoir plus de données scientifiques, plus que dans l'idée de conserver. Alors évidemment, la donnée scientifique, après, elle vient à l'appui de la conservation, mais on voit qu'elle est aussi utilisée par certains États qui vont toujours considérer qu'elle est insuffisante et qu'il faut avoir plus de données scientifiques. Et après, c'est sans fin, parce qu'évidemment, les données scientifiques d'il y a 14 ans, elles sont plus vraies, donc il faut refaire des études. Voilà. Mais voilà, peut-être ce que j'ai voulu montrer, c'est que, je dirais, l'institution, elle a les outils pour avancer, mais que là, elle est bloquée parce qu'on est dans l'ordre juridique international et puis avec le consensus dont on voit bien les limites, les États s'en servent à des fins qui sont voilà, de protéger leurs propres intérêts. Merci pour vos interventions. Ma question s'adressait à Madame Néry. Je sais que, enfin, il me semble que l'Union européenne va faire une directive pour s'harmoniser avec le traité BBNJ. Et je voulais savoir quel était l'intérêt pour une organisation internationale régionale en général d'adhérer à un tel traité en tant que membre, en plus de prendre des directives qui s'accordent avec ce droit-là. Et aussi, je voulais savoir si elle pouvait en quelque sorte imposer sa vision de la diplomatie maritime sur les États qui auraient une vision différente, enfin qui ne seraient pas d'accord sur comment appliquer le droit par rapport à l'océan. Voilà. Merci. Oui, c'est une vaste question. Alors, déjà, peut-être pour répondre à la première, pourquoi est-ce que l'Union européenne adhère elle-même à ces instruments juridiques internationaux comme la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ou l'accord de Paris? Eh bien, c'est quand elle a une compétence qui lui a été confiée par ses États membres. C'est-à-dire que si dans les traités européens, dans le TUE ou surtout dans le TFUE, il y a une compétence de l'Union européenne sur la question qui est débattue dans le traité, alors l'Union européenne va aussi adhérer à ce traité. Si c'est une compétence exclusive de l'Union européenne, il y a qu'elle qui adhère au traité. Si c'est une compétence partagée entre l'Union et les États membres, eh bien tout le monde adhère. Tous les États membres plus l'Union européenne. Donc c'est vraiment une question de répartition des compétences internes. Puis pour votre deuxième question c'est une question de diplomatie de l'Union européenne. L'Union européenne a une diplomatie normative qui n'est pas aussi agressive que que certaines autres diplomaties normatives, parce que par exemple l'Union européenne rarement adopte des normes qui sont d'application extraterritoriale. Ça peut arriver, on n'a pas parlé de la décarbonation des navires et Fuel UE, parce que ça c'est un exemple où potentiellement il y a un impact extraterritorial, mais c'est rare. La diplomatie normative de l'Union européenne, c'est plutôt en fait d'adopter des règles qui sont applicables sur son territoire et dans son ordre juridique, mais mais disons que pour accéder le levier qu'a l'Union européenne, c'est que pour accéder au marché commun européen, il va falloir respecter certaines règles du marché intérieur qui parfois protègent l'environnement, le climat, les océans, la traçabilité de la pêche, enfin, etc. Donc c'est pas forcément, enfin, voilà, c'est une diplomatie normative qui est
peu moins agressif que ce que font les Américains, par exemple. Mais en pratique, pour accéder au marché commun, il faut quand même avoir respecté certaines règles environnementales, de traçabilité, ce qui va permettre quand même à l'Union européenne de projeter son modèle normatif sur d'autres États. Je ne sais pas si c'était votre question, mais bon, ça répond à la question. Alors, je remercie mesdames pour cette belle présentation de part et d'autre, et je m'adresse particulièrement à madame Odile. Vous aviez parlé de la mesure de conservation 9104 qui intègre la résilience comme critère de référence pour les États. J'aimerais savoir, d'un point de vue pragmatique, si on veut passer d'une notion abstraite qu'est la résilience à un outil concret, est-ce qu'il existe au sein du système ou de la commission de la CAMLAR un indice de la résilience qui permet d'évaluer la capacité des écosystèmes à s'adapter au changement climatique et surtout de suivre cette évolution de la résilience, de cette résilience-là dans le temps? Merci. Alors c'est vrai que ce concept de résilience, c'est un concept scientifique et on le retrouve de plus en plus dans les textes. On va le retrouver donc à l'annexe 1 de l'accord BBNJ par exemple, et on le retrouve effectivement aussi dans cette mesure de conservation 2011. Donc il faut quand même souligner quand même le caractère là novateur de l'approche de la CAMLAR. Après, c'est clairement un concept scientifique. C'est-à-dire qu'ensuite, les États vont pouvoir désigner, enfin pourraient, s'ils le souhaitaient, s'ils y arrivaient, désigner par exemple une aire marine protégée en se fondant sur la résilience, mais bien entendu que là, ils sont obligés de s'appuyer sur les rapports du comité scientifique. Parce que au sein des institutions CAMLAR, il y a également un comité scientifique qui est très actif et qui produit, enfin, il y a plusieurs comités au sein du comité scientifique, mais il y a quasiment des rapports tous les ans. Et donc là, évidemment, la norme juridique, elle est obligée de s'appuyer sur la donnée scientifique. Et ensuite, au sein des AMP, en tout cas au sein de celles qui existent, et surtout pour le moment la mer de Ross, il y a des évaluations qui sont faites régulièrement pour justement mieux mesurer l'impact qu'ont les mesures de protection sur la capacité de l'écosystème à se maintenir. Voilà. Donc oui, bien entendu qu'il y a des évaluations qui sont faites. Et d'ailleurs, c'est parfois un peu contre-productif parce que ça peut aussi être utilisé par certains États pour démontrer que finalement, ça sert pas à grand-chose. Voilà. Alors après, c'est du temps long, mais certains États vont estimer que, c'est ce que vous voyez tout à l'heure sur la diapositive, que l'outil aire marine protégée fait pas toujours preuve d'efficacité. Voilà. Donc c'est pas toujours de la bonne foi, mais en tout cas oui, la résilience c'est un concept scientifique qui intègre, qui maintenant a acquis en quelque sorte une valeur juridique parce qu'on le trouve dans les textes, mais ça reste un concept qui doit être évalué par les scientifiques. Merci. Vu que la BBNJ est subsidiaire sur le RFMO Regulations, comment on peut imaginer qu'un veto sur un MPA de la CAMLAR, ça peut être bypassé par la BBNJ? C'est très similaire à la conversation en anglais d'hier et la surposition, parce qu'à la fin, ils vont être plus importants, non? Oui. C'est un vœu pieux, effectivement. C'est-à-dire qu'effectivement, comment alors il va falloir regarder déjà les États membres de BBNJ et les États membres de la CAMLAR, parce qu'il n'est pas certain que certains des États qui sont en opposition au sein de la CAMLAR ratifient BBNJ. On attend. Pour le moment, on sait que le nombre minimum de ratifications est atteint, mais ça ne veut pas dire que tous les États vont ratifier. Les États-Unis n'ont pas ratifié. Je pense pas qu'ils vont le faire. Je pense pas que la Russie n'a pas ratifié non plus. Aux dernières nouvelles, le Canada n'avait pas ratifié. Donc, il faut pas penser que BBNJ, parce qu'il entre en vigueur tout de suite, on va avoir un niveau de protection de la haute mer qui va être très élevé. D'une part, parce qu'il va bien falloir mettre les mesures en application. Puis, d'autre part, il va falloir voir quels États vont être liés. Non, ce que je peut-être là où ça peut jouer, parce qu'évidemment, dans l'accord BBNJ, il y a aussi un article qui prend en compte cette nécessaire coopération entre le cadre
universel de BBNJ et le cadre régional, et étant entendu qu'en application de cet article, le cadre universel va devoir tenir compte du cadre régional. Donc c'est pas un rapport de hiérarchie, mais va bien falloir qu'il y ait de la coopération. Non, ce qu'on peut espérer, c'est que ce soit un petit défi qui soit mis aux institutions de la CAMLAR en disant, mais potentiellement la COP BBNJ pourrait faire mieux que vous ne faites vous, voilà. Et donc ça peut être l'occasion, bien peut-être de pousser le plus possible les États à enfin à admettre la possibilité de créer 3 AMP supplémentaires. D'autant plus que ces AMP, là aussi, attention, c'est pas parce qu'il y a une aire marine protégée que tout est interdit. Hein. Il peut y avoir de la pêche dans une AMP. Simplement, elle fait l'objet d'une réglementation plus stricte que hors AMP. Donc, je pense que on peut aussi arriver à convaincre certains États que finalement la désignation d'une AMP, c'est pas la fin de toute activité commerciale. Donc, juridiquement, de toute manière, ça va être difficile pour la COP BBNJ d'imposer quoi que ce soit. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Je pense que c'est plus dans l'ordre, peut-être d'une forme de diplomatie douce pour inciter les États à avancer et leur dire attention, il y a d'autres institutions qui vont avoir la même compétence que vous, parce que la COP BBNJ, elle peut désigner des AMP dans l'océan austral. Elle a la compétence juridique pour le faire. L'océan austral, c'est une zone de haute mer. À partir du moment où les revendications territoriales ont été gelées sur le continent antarctique, eh bien, on considère assez légitimement que l'océan qui entoure le continent est une zone de haute mer. Donc, c'est la compétence de la COP BBNJ, ça c'est sûr. Dernière question alors, et puis ensuite, Merci beaucoup pour vos interventions. Pour revenir à celle de Madame Néry, j'aimerais bien peut-être essayer de trouver un sens à la fixation d'objectifs particulièrement ambitieux par l'Union européenne. Parce qu'on voit par exemple que ceux qui sont fixés par les instruments pour limiter le changement climatique sont loin d'être respectés. Donc ça paraît un peu irréaliste en ce sens, et aussi parce que le consensus entre les États membres de l'Union européenne, comme vous l'avez rappelé, est de plus en plus difficile à trouver du fait des dissensions politiques. Et donc je me demandais s'il existait peut-être des théories qui voudraient que la fixation d'objectifs très hauts incite les États à essayer d'y parvenir de façon supérieure. Voilà, merci. Oui, merci pour votre question. Bon, je vais essayer d'y répondre, mais on pourra la soumettre aux collègues de droit européen la semaine prochaine. Peut-être qu'ils n'auront pas la même réponse que moi. Mais en tout cas, l'Union européenne est traversée par plusieurs sortes de légitimité et en fait, tout dépend de qui fixe ces objectifs. Lorsque on parle de légitimité intégrative qui est représentée par la Commission, la Commission elle va faire des plans avec des rétro-plannings. Voilà l'objectif général. Donc on veut la neutralité carbone en 2050. Donc pour atteindre ça, on fait un rétro-planning. Il nous faut tel instrument juridique, tel instrument juridique, tel instrument juridique. Et puis avec des objectifs à chaque fois qu'on chiffre, voilà. Et on va arriver à cet objectif. Donc lorsque la Commission présente son plan, sa communication, elle va être capable ensuite de présenter les instruments juridiques, de les proposer pour atteindre cet objectif. Mais bien sûr, au sein de l'Union, il y a aussi une autre légitimité qui est celle des États. Et du coup, tant que le Conseil suit, tout va bien. Mais à partir du moment où le Conseil dit non, là, l'ambition qui est fixée par cet instrument, on avance. Et puis cet instrument-là, ça va être un élément de blocage pour un État, 2 États, 3 États. Le Conseil va dire non, va demander à la Commission de revoir à la baisse ses ambitions et les normes que cet instrument contient. Et puis du coup, ça rend de moins en moins plausible d'arriver à l'objectif final. Donc je pense qu'entre ce que la Commission a prévu, a planifié, et ce qui va être possible d'adopter en pratique, parce qu'il y a aussi, bien sûr, la troisième légitimité, c'est la légitimité démocratique, et donc le Parlement va aussi avoir son mot à dire. Jusqu'à présent, le Parlement suivait les ambitions climatiques
et environnementale de la Commission. Mais là, on voit que le Parlement européen, il a plus du tout il a une couleur politique qui va pas forcément dans ce sens-là. Et donc, le Parlement aussi va parfois bloquer les ambitions climatiques de la Commission. Ça explique un peu ce décalage entre l'ambition finale et le contenu des instruments qui, au final, sont adoptés, et qui, en pratique, sont adoptés. Merci. Eh bien, merci à tous pour votre présence. Merci pour cette journée qui était très riche finalement avec ce fil conducteur des changements climatiques, mais qui a permis d'aborder de nombreuses questions. Concernant les intervenants, on prévoit, pour bien sûr, si vous le souhaitez, si vous êtes d'accord, de publier les actes de la conférence. Donc, on vous tiendra au courant. Pour l'instant, on n'a pas plus de détails, mais bien sûr, si vous êtes d'accord, ça pourrait être une manière de valoriser les préparations qui ont été faites. Et voilà. Donc, Je vais juste faire un tout petit mot de la fin pour remercier spécifiquement Charline qui est encore là. Donc, j'ai pas eu l'occasion de le faire plus longuement ce matin parce que c'est vraiment elle l'architecte de cette journée d'aujourd'hui. Donc, on n'aurait pas pu l'organiser sans son concours. Donc, merci beaucoup, Charline. Voilà. Et merci à toute l'équipe du projet Mer et Changement Climatique. Donc, beaucoup sont dans la salle aujourd'hui. Merci à tous les doctorants du CDI d'être là et même de l'EDIAC en général, puisque je vois qu'il y a des doctorants d'autres centres. Et également, merci aux étudiants de master qui sont restés malgré le froid dans cette salle qui devient un petit peu insupportable. Voilà, je pense qu'on peut clôturer la journée. Merci beaucoup à tous.